On vient d'entendre les premières impressions du président américain après les événements survenus hier soir. On va décortiquer tout ça avec Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Simon. Alors d'abord, tes premières impressions sur ce qui s'est passé dans les dernières heures, aussi sur les propos du président qui a pris quand même la parole assez rapidement hier en soirée. Oui, et là-dessus, Donald Trump, même si dans son discours, il n'a pas pu s'empêcher d'interjecter des raisons qui tendaient à l'élever, à savoir pourquoi lui aurait été encore une fois une cible. Mais au général, il faut reconnaître d'abord, le premier rôle du président, c'est d'être le père de la nation, celui qui va l'unifier. Et dans des circonstances comme celle-là, où même encore plus de 12 heures après, il y a plus de questions que de réponses claires, le premier rôle est celui de rassurer. Donc d'abord d'apparaître physiquement à la Maison-Blanche. Donc on comprend tout de suite que le président n'a pas été blessé, il est parfaitement en fonction. Il envoie le message aux Américains en général et au marché et aux leaders étrangers que le pouvoir continue, que le président est aux affaires, que les choses vont de l'avant. Et par la suite, il a bien fait de mentionner la chose. Vous le savez bien, vous êtes dans le monde des médias. Il est par la nature institutionnelle des choses que les médias et la présidence ne s'entendent pas toujours. S'ils s'entendaient toujours, on est vraiment plus proche d'un régime comme la Russie. Ce sont des institutions qui sont dues pour exprimer une méfiance, une critique. Et le dîner des correspondants, qui se fait toujours sous le thème de l'humour, de la moquerie, des pointes bien senties, normalement, c'est le moment où la présidence, le Congrès et les médias, et voire même les représentants du monde judiciaire, sont dans la même pièce, non pas parce qu'ils s'aiment d'amour, mais parce que leur foi et leur amour dans ce qui est l'expérience américaine est plus grande que chacun de leurs agendas, donc plus grande qu'eux, et c'est véritablement ce qui les unit. Le dîner des correspondants, que Trump avait boycotté pendant plusieurs années, est véritablement quelque chose de grand, qui célèbre le premier amendement, qui célèbre l'idée américaine. Alors, le fait que le président non seulement était là, c'est un peu triste que ça a été annulé, il l'a bien dit, ça devra avoir lieu de nouveau. Et il a célébré, bien sûr, il a parlé de l'angoisse, de la peine qui a été vécue, même de la peur par plusieurs personnes, incluant des membres des médias. Et là-dessus, il faut donner à Trump ce crédit. La première question, typiquement la Maison-Blanche, revient à la personne, au journaliste à ce moment-ci, qui préside l'Assemblée des journalistes et qui présidait la soirée des correspondants. Et avant même, lorsqu'elle a posé sa question, avant même d'y aller avec la réponse sur la substance, a voulu saluer son rôle, son travail. On n'a pas vu ça souvent dans la Maison-Blanche de Trump, cette idée de considérer que les journalistes, bien que leur travail soit de trouver toutes les coches mal taillées, de faire bouillir votre sang, il est légitime et normal et sain que ce soit ce travail-là. Alors là-dessus, le président Trump a eu des moments présidentiels, il y a eu des moments de coche un peu moins bien taillés, comme de dire que c'est pour... On peut imaginer que dans le très peu de temps qu'il avait pour se préparer, on lui a posé la question, pourquoi, Monsieur le Président, êtes-vous si souvent la victime? La question venait de Fox News. Sa réponse était parce que moi, je veux faire des grandes choses. Les présidents assassinés sont ceux qui ont fait le plus de choses. Bon, historiquement, c'est pas vrai. On peut pas évaluer la valeur d'un président sur la base de est-ce qu'il s'est fait assassiner ou pas, est-ce qu'on a tenté de le tuer ou pas. C'est plutôt l'importance de la fonction. Et à la fin, il y a une pulsion humaine de vouloir trouver un sens à pourquoi quelqu'un a voulu aller tuer autant de gens, pourquoi quelqu'un a voulu s'en prendre à la présidence américaine. Je vous dirais que la raison la plus souvent documentée historiquement est un trouble de santé mentale avancé plutôt qu'un plan politique complexe. Et là, là-dessus, c'est pour ça que ça élève pas la valeur, bien que, à tout le moins dans les prochains jours, la posture politique de Trump sera rehaussée, pas parce que ses politiques sont meilleures ou pires qu'avant, mais parce que il y a aussi une pulsion humaine de vouloir exprimer une certaine solidarité envers quelqu'un
dont la vie a été menacée. Et là, ici, le quelqu'un, c'est pas que le président. Il faut savoir, Simon, que à ce fameux souper-là, vous avez là le nombre de gens qui ont une protection rapprochée de services de sécurité et des services secrets sont légion, en passant par, bien sûr, les officiers constitutionnels, le président, le vice-président, les membres du cabinet. Habituellement, il y a des membres du corps judiciaire. Vous avez le speaker de la Chambre qui est là, des sénateurs très importants. Alors, il y avait beaucoup d'agents de services secrets au pied carré et il n'y a pas un fusil qui est arrivé, de ce qu'on comprend, proche de la personne du président, un fusil hostile, j'entends, mais c'était probablement un des lieux les plus sécures à Washington à ce moment-là, après la Maison-Blanche. Ceci étant dit, il y aura certainement une vaste enquête, pas tant pour trouver les failles de sécurité, mais à tout le moins poser toutes les questions pour s'assurer que, s'il y en avait, elles seront comblées dans l'avenir. Pour retourner toutes les pierres. Mais parfois, la politique n'est pas très loin parce que le président a abordé le lieu où se tenait le dîner en question, soit à l'hôtel Hilton de Washington, en disant que ce n'est pas nécessairement très sécuritaire. On va l'écouter ensemble, Guillaume. We looked at all of the conditions that took place tonight, and I will say, you know, it's not a particularly secure building, and I didn't want to say this, but this is why we have to have all of the attributes of what we're planning at the White House. It's actually a larger room, and it's much more secure. It's drone-proof, it's bulletproof glass. We need the ballroom. That's why Secret Service, that's why the military are demanding it. On peut comprendre que la politique n'est jamais bien loin, Guillaume. Non, là-dessus, voyons ça. C'est vrai que la Maison-Blanche est plus sécure que bien d'autres endroits. On pourrait même dire qu'une extension de la Maison-Blanche devient aussi plus sécure que n'importe quel autre endroit. Après ça, vient la question de combien de gens vous laissez entrer dans la pièce et pourquoi. Lorsque le président américain sort de la Maison-Blanche, vous pouvez imaginer qu'il se promène rarement tranquillement sur la rue, partout où va le président, longtemps avant d'ailleurs. Et c'est pas étranger à comment fonctionnent les services de sécurité rapprochés. Il y a des agents qui y vont longtemps d'avance, qui vont faire du démarchage. Et particulièrement cet hôtel-là, où vous avez régulièrement des présences présidentielles, comme cet événement annuel. Trump n'est pas là depuis quelques années, mais c'est pas la première fois qu'un président américain doit aller exactement dans cette salle. Alors, on voit bien ici que les services secrets, qui sont parmi les meilleurs au monde, connaissent très bien l'endroit. Peu importe où se trouve le président, la sécurité autour de lui devient exceptionnelle. Maintenant, Trump a un objectif qui lui tient profondément à cœur, c'est de réaliser sa fameuse salle de bal. Pour ça, il a écrasé un paquet de règlements autour, dont démolir à vitesse grand V l'aile Est, qui est un scandale architectural et historique. Mais au-delà de ça, on voit que, je pense que vous l'avez bien dit, même dans des événements comme ça, des fois, il est difficile de sortir le réflexe politique de celui qui est davantage un politicien que souvent homme d'État. Alors, il y a eu quelques écarts de cet ordre-là. Je note quand même qu'au général, on a eu des réflexes d'homme d'État de Trump dans son commentaire, dans toute sa présentation aux médias, qui était plutôt, je dirais, davantage positif et noble que les quelques écarts qu'il a eus. Et dans les différents discours, dans les conférences de presse qui ont suivi l'événement, on a beaucoup parlé de la liberté d'expression. Les événements qui se sont déroulés, évidemment, on ne connaît pas les motivations claires du suspect, qui, je le rappelle, a été arrêté, devrait comparaître demain. Mais ça montre la polarisation aussi aux États-Unis. Il est vrai que la société américaine, elle est très polarisée. Certaines études vont dire que ça n'a jamais été aussi pire que non seulement la guerre du Vietnam, mais à la limite même à la veille de la guerre de sécession. Évidemment, il est difficile de faire des comparaisons parfaites. Je note au passage quand même que, et je ne veux pas faire d'équivalence, mais il y a eu 4 présidents assassinés, le premier étant en 1865. Il y en a eu un autre en 1901. Il y en a eu un autre juste un peu avant. Alors, et là, je vous épargne les 10 à 15 tentatives d'assassinat qui ont été vastement documentées.
et je vous épargne aussi les centaines, voire les milliers de menaces à la sécurité du président, de sa famille ou d'autres, dont on entend peu parler. Alors évidemment, de voir des manifestations comme ça, c'est des moments troublants. Le grand drame des services secrets, c'est que leurs échecs sont toujours publics, mais toutes les choses qu'ils désamorcent en amont, on n'en entend jamais parler. Maintenant, une des victimes ici, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une tentative contre la sécurité des principaux politiques, on se rend compte que les nouvelles mesures de sécurité créent une distance plus grande, créent je dirais des couches de distance et d'isolation entre les élus et le public en général. Et donc, on se retrouve de plus en plus, à cause de cet enjeu-là, à avoir des politiciens qui sont de plus en plus loin des gens ordinaires, qui ne peuvent plus être avec eux, les rencontrer facilement. Et ça va créer une distance. Maintenant, il y a des événements de cet ordre-là qui servent aussi pour célébrer l'idée que, et je pense que c'est ce que le président Trump a voulu dire dans ses remarques, il est sain de reconnaître que l'idée que vous détestez est portée par quelqu'un qui a autant de droits que vous de vous critiquer. Danton disait « Je suis en parfait désaccord avec ce que vous dites, mais je défendrai toujours votre droit de le dire. » Peut-être que quelque part, ici, la célébration du premier amendement était un rappel nécessaire de la grandeur de l'Amérique et que c'est jamais pour acquis et que c'est certainement un amendement qui en avait pris pour son rhume dans les dernières années. Et ça va de pair avec le fait qu'on va reprendre l'événement là, quand même assez rapidement. Il circulait peut-être d'ici une trentaine de jours. Oui, et ça, on verra pour la logistique de la chose. C'est une excellente nouvelle. D'abord, pour dire un peu, lorsque, par exemple, on a vu ça dans des cas d'attaques terroristes ou de menaces terroristes, que ce n'est pas vrai que la violence va causer la fin de comment nous opérerions normalement, que la vie normale doit triompher, que nos activités normales doivent triompher, et de permettre à quelqu'un qui clairement a des problèmes de santé mentale de faire qu'un événement aussi important que celui-là, dans sa symbolique, dans sa mécanique, bien, c'est pas vrai que ça n'aura pas lieu parce que des gens veulent, dans les faits, s'en prendre à un ou à l'autre. Excellent réflexe du président Trump ici. Et là-dessus, c'est quelque chose qu'on va... Peut-être que lorsque ça va toujours bien, on n'imagine pas l'importance et la symbolique de ces événements-là, mais c'est une excellente nouvelle. Le président Trump dit 30 jours, on verra combien de jours ça aura lieu, mais que les principaux concernés disent « ce n'est pas vrai que nous allons changer notre mode de fonctionnement face aux menaces et aux attaques réelles et imaginées », c'est une bonne nouvelle. Oui, évidemment, ce sera surveillé. Il nous reste une trentaine de secondes. Guillaume, également, il faut mentionner les services de sécurité, des services secrets. Vraiment, on a agi rapidement et ça a donné des résultats assez rapides, là. Oui, évidemment, les menaces ici se calculent toujours en secondes et c'est le temps d'intervention qui a eu lieu. Il y a un agent, je pense que c'est la police du Capitole ou sinon un membre des services secrets en uniforme qui a été victime d'une tentative, d'un coup de feu. Et il semble qu'il va s'en sortir. C'est une excellente nouvelle. On va comprendre un peu plus dans les heures à venir la géographie des événements, où est-ce que ça se passait. Mais autour du président, pensez à quelque chose avec des cercles concentriques. Il y a plusieurs, je dirais, niveaux de sécurité, barrières de sécurité, et tous les gens qui étaient dans la pièce où se trouvait le président avaient passé quelque chose qui ressemble quand nous, on va à l'aéroport. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, merci beaucoup d'avoir été là. Au plaisir.